それでは幹部シナリさんから先にお願いいたします。Bien sûr. Je n'ai pas de son. Non. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ah, très bien. Très bien, oui, c'est mieux. Je voudrais commencer par remercier M. Murakami et l'Université Toyo de leur invitation et par saluer notre collègue M. Stenger. Je crois qu'il est particulièrement important dans la période que nous vivons organiser un dialogue académique international renforcé et dans la période que traverse toujours et pour un certain temps le Japon, après les effroyables catastrophes du printemps, ce dialogue a une dimension tout à fait particulière. Puissent les penseurs que M. Murakami a évoqués nous aider à affronter cette époque. Ce sera naturellement l'objet de notre entretien d'aujourd'hui. Comme élément de départ pour notre discussion, je voudrais commencer par évoquer quelques malentendus qui touchent à la définition de la mathesis universalis cartésienne et plus généralement à la définition de la méthode et de la science telle que Descartes les a conçues. Il existe une légende, une sorte de légende dans la philosophie moderne, d'après laquelle, avec Descartes, ou plutôt à propos de la philosophie moderne, d'après laquelle, avec Descartes, un nouveau type de rationalité aurait pris forme, et ce serait peu à peu imposé dans toutes les régions du monde, et même ou peut-être même dans tous les secteurs de l'activité humaine. Ce qu'on appelle le désenchantement du monde, le règne de la technique, le poids de la modélisation mathématique dans les divers secteurs du savoir, les entreprises de contrôle social et politique de toutes sortes, y compris dans leur version totalitaire, tout cela serait plus ou moins, à travers les Lumières, le produit de la révolution cartésienne. Et donc serait le produit de la révolution cartésienne une bonne part des déconvenues et des catastrophes que l'époque moderne a apportées, y compris donc les plus récentes. Sortir de cette époque, surmonter les catastrophes dont elle a été porteuse, éviter celles qu'elle peut encore réserver, ce serait donc, d'une manière ou d'une autre, sortir du cartésianisme. Cette légende, à propos de la philosophie moderne, cette légende que je viens d'évoquer est tenace, comme le sont tous les récits simplificateurs qui se forment sur le modèle « tout ceci, tout cela est de la faute de tel ou tel penseur ». Nous disons en France la faute à Voltaire, la faute à Rousseau, mais on pourrait aussi bien dire la faute à Hegel, la faute à Marx, la faute à Nietzsche, etc. Bon. Cette légende fait en somme de la méthode cartésienne, ou plus particulièrement de la mathesis universalis dans sa version cartésienne, un instrument de pouvoir d'un genre nouveau, un instrument par lequel l'esprit humain veut prendre possession de l'ensemble du monde créé et y installer l'ordre qui lui convient. Cela pour s'apercevoir un peu tard que la réalité se venge de cette ambition naturellement démesurée. Alors il appartient d'abord, il nous appartient en tant qu'historien de la philosophie de rétablir une certaine vérité sur tout cela, et cela passe par quelques mises au point. La première de ces mises au point sera, me semble-t-il, celle-ci. La légende d'une méthode cartésienne
dont l'application pratique s'étendrait à la nature entière pour la transformer, n'est pas dépourvue de tout support textuel. Elle se fonde particulièrement sur quelques lignes fameuses de la 6e partie du discours de la méthode, où Descartes parle de bâtir au lieu d'une philosophie spéculative du genre de celle qui s'enseigne dans les écoles, une philosophie pratique grâce à laquelle nous deviendrions comme maîtres et possesseurs de la nature, chose qui est à désirer, ajoute-t-il, pour une infinité de commodités, notamment pour la santé et pour la prolongation de la vie. Tout historien de la philosophie moderne sait pourtant que l'originalité de ce passage est assez réduite. Dans toute cette page, Descartes se tient très près de l'idéal d'une science opérative, efficace, formulée 20 ans ou 30 ans auparavant par le chancelier d'Angleterre Francis Bacon. C'est Bacon qui propose notamment dans son Novum Organum de 1620 que la philosophie, au lieu de scruter en vain la nature des choses dans les choses elles-mêmes, se fasse technicienne et prenne modèle sur les arts mécaniques pour inaugurer tout un nouveau règne de l'homme. Il n'est donc pas raisonnable d'attribuer à Descartes lui-même la conception d'une ambition qu'il n'est ni le seul ni le premier à formuler. L'idée d'un nouveau pouvoir sur la nature est en réalité au début du XVIIe siècle extrêmement répandue, et on discute encore sur la manière dont se conjuguent dans l'idée de la nouvelle science les thèmes hérités des alchimistes du XVIe siècle, l'idée de magie naturelle, avec ceux de la nouvelle mécanique, dont Galilée a été, dès le début du siècle, un éminent représentant. Quoi qu'il en soit, le passage du discours de la méthode dont je parle doit sans doute être lu en sens inverse du sens habituel. Descartes n'est pas en train de dire que sa philosophie à lui ouvre des perspectives nouvelles à la domination de l'homme sur la nature, mais plutôt que s'il y a une philosophie qui puisse réaliser cette maîtrise de la nature dont beaucoup rêvent, c'est la sienne. Et un texte comme la lettre préface des principes de la philosophie admettra en 1647 qu'il faut beaucoup de temps pour que la nouvelle philosophie porte ses fruits pratiques. Deuxième point. Dans la légende historiographique dont nous parlons, la Mathesis Universalis est identifiée à la nouvelle physique en tant qu'elle se propose de rendre compte, virtuellement au moins, de la totalité des phénomènes de la nature. Or, si on regarde de près l'œuvre de Descartes, cette identification est problématique. Je m'appuierai ici sur les travaux de mon collègue et ami Frédéric de Buzon, dont paraîtra bientôt le grand ouvrage intitulé Mathésis et phénomènes, et aussi sur les travaux de David Rabouin, auteur d'une étude intitulée Mathesis Universalis, la mathématique universelle d'Aristote à Descartes. D'un point de vue philosophique, il convient de distinguer trois emplois cartésiens du mot mathésis. Premièrement, dans un certain nombre de textes, déjà dans les règles pour la direction de l'esprit, et aussi dans la 5e méditation, le mot mathésis est pris comme synonyme de mathématique, ce qui est conforme à l'usage du temps et à la tradition. Dans ce cas, donc le mot ne désigne aucune science particulièrement nouvelle. Dans la 5e méditation, la mathésis pura et abstracta se confond, sans spécification particulière, avec la mathématique pure, arithmétique, algèbre ou géométrie, opposée aux mathématiques mixtes ou appliquées. Deuxièmement, dans le dernier article de la seconde partie des principes de la philosophie, l'expression mathésis abstracta
vient désigner une science qui s'applique à tous les phénomènes de la nature. La mathésis abstracta, c'est la physique que Descartes a pratiquée, instituée, en tant qu'elle n'est autre chose que géométrie, ou que ses principes ne sont pas différents de ceux de la géométrie. Mais cela suppose que la science géométrique s'étende à l'étendue du mouvement local, autrement dit que ce qu'on appelle la phoronomie soit désormais une partie ou une dimension de la géométrie. Troisièmement, quant à la mathésis universalis proprement dite, un texte et un seul l'évoque de manière formelle et lui donne une définition. Il s'agit de la seconde partie de la quatrième des règles pour la direction de l'esprit, Regulae ad directionem ingenii. Je ne voudrais pas entrer dans trop de détails, mais c'est un texte étrange à plusieurs égards. D'abord parce que la règle 4 dont nous parlons se compose de deux parties assez symétriques et qui, à certains égards, se répètent, l'une qui traite de la méthode et l'autre de la mathésis universalis. Ensuite, nous ne savons pas exactement quand ces règles ont été composées. Elles ne l'ont sans doute pas été d'un seul bloc, mais à des dates différentes, et on admet assez couramment que les pages de la règle 4 sur la mathésis sont antérieures aux pages sur la méthode, et doivent donc traduire une étape assez précoce de la réflexion cartésienne, disons au début des années 1620, donc bien avant le discours de la méthode de 1637. Troisièmement, la mathésis universalis est présentée ici comme la partie la plus générale des mathématiques, et en même temps comme la plus facile de toutes, la partie la plus facile de toutes. À la fin de la règle, Descartes dit, en somme, voilà, j'ai poussé l'étude de cette mathésis aussi loin que je l'ai pu, mais maintenant, avant d'aborder des sciences plus éminentes, je vais rassembler dans ce petit écrit tout ce qu'il y a de plus utile à savoir sur la mathésis pour en décharger ma mémoire et pour m'en souvenir quand j'en aurai besoin. Alors je passe sur la singularité de cette explication, mais le bizarre, c'est que dans la suite des régulés, des règles pour la direction de l'esprit, rien ne correspond de manière absolument explicite à l'exposé annoncé. Où trouver cette mathésis universalis cartésienne, c'est la difficulté. Mais d'abord, en quoi est-elle supposée consister? La réponse cartésienne est bien connue. On appelle mathématiques, dit Descartes, toutes les disciplines dans lesquelles on s'occupe d'ordre et de mesure. Donc, il doit y avoir une certaine science qui s'occupe de l'ordre et de la mesure en général, sans que cet ordre et cette mesure soient attachés à une matière particulière. Et c'est cette science qu'on peut nommer d'un nom déjà ancien, dit Descartes, et communément utilisé, communément reçu, mathésis universalis.